think that you've started exchanging, that's good, but you're about to start, so if you're okay, I'm going to take over from now. So I'm going to start sharing my presentation with you. Très bien, nous allons pouvoir commencer. Je vais partager ma présentation. Okay, I'm going to switch to French now. Je vais passer au français. Pour ce webinaire, le premier du projet REA Bridge Africa sur l'entrepreneuriat comme facteur de croissance et de transformation sociale en Afrique. Alors, avant qu'on démarre, je vais partager quelques bonnes pratiques avec vous. Donc, le webinaire sera en 2 langues, en français et en anglais. Donc, vous avez la traduction disponible sur Zoom en bas de votre écran. Donc, vous pouvez choisir la langue qui vous convient. Le webinaire est enregistré, comme vous avez dû avoir le petit message, et il sera disponible en replay sur nos chaînes YouTube Anima et chaîne du projet REA Bridge Africa. Durant le webinaire, pour être sûr qu'il n'y a pas d'interférence, je vais vous demander donc de couper vos micros et si vous souhaitez parler, de lever la main ou de demander la parole dans le chat. Alors là, vous pouvez utiliser le chat si vous voulez pour écrire 1 à 3 mots reflétant votre état d'esprit actuel et puis nous dire votre nom, votre organisation et depuis quel pays vous nous écoutez, vous nous regardez. Alors, avant de démarrer, je vais dire quelques mots sur le projet REA Bridge Africa, puisque comme c'est le premier webinaire du projet, tout le monde n'est peut-être pas très familier avec encore. Donc, c'est un projet qui a été initié par le Conseil présidentiel pour l'Afrique et qui est financé par le ministère des Affaires européennes et étrangères français et qui est mis en place par un consortium composé de Business France et de Anima Investment Network. Nous sommes basés à Marseille et c'est depuis Marseille que je vous parle actuellement. Donc, le projet se développe autour de 3 axes, qui est animer le réseau des réseaux, parce qu'en fait, entre 2020 et 2021, le MAE a financé la création de 16 réseaux d'entrepreneurs africains, ce qu'on appelle les REA, dans 16 pays d'Afrique. Et REA Bridge Africa, le projet a pour but de mettre en communauté ces réseaux et donc d'animer le réseau des réseaux et créer des liens entre eux. Vous voyez ici sur la slide le lien de notre site internet. Ensuite, donc, l'objectif est donc d'aider ces réseaux à se structurer, à pérenniser leur impact dans le temps, donc à travers des formations. On a une première formation en septembre et d'autres formations sont à venir. Et aussi, on a un programme de jumelage entre réseaux. Donc, en fait, certainement que nos interlocuteurs vont en parler. On met des réseaux entre eux, 2 ou 3 réseaux, ils peuvent travailler ensemble et partager leurs bonnes pratiques, leur expérience, leur connaissance de leur marché respectif, etc. Donc, avec tout ça, le but est de créer une dynamique de partenariat entre les réseaux, mais aussi avec l'écosystème français. On a, dans la mesure du possible, des missions en France, mais aussi on a des délégations d'entreprises françaises organisées par Business France qui se déplacent en Afrique, dans certains pays, pour rencontrer ces réseaux et les écosystèmes locaux. On a aussi un programme de mentorat pour les entrepreneurs qui sont membres de ces réseaux. Et les mentors sont issus de la diaspora africaine. Et bien sûr, des rencontres plus générales d'affaires B2B en ligne ou lors d'événements. Très rapidement, quelques mots sur le projet, mais encore une fois, vous avez le lien du site internet pour en savoir plus. Poursuivre avec le jumelage, avec le programme du jumelage. Donc, je vous ai dit quelques mots sur le jumelage. C'est un jumelage technique court. Donc, c'est des projets communs qui vont être mis en place entre des organisations homologues.
de différents types selon les besoins de chaque réseau. Donc, ça peut être sur de l'expertise, des liens commerciaux, la promotion croisée. Et donc, il y a un soutien financier qui est proposé par le projet pour les frais de voyage, donc 1 300 € par réseau participant, donc 2 600 € au total. Donc, si on a d'autres réseaux qui sont présents avec nous aujourd'hui et que vous êtes intéressés et que vous n'avez pas encore eu votre jumelage, n'hésitez pas à nous contacter. Et là, vous allez avoir aujourd'hui 3 réseaux, même 4, qui sont représentés. Sur la série de webinaires du développement économique, alors les objectifs de ces webinaires, parce qu'en fait, certains d'entre vous ont dû participer à d'autres webinaires précédemment organisés par Anima. Donc, ce sont des rencontres digitales mensuelles pour échanger sur les grands sujets économiques du moment. Et précédemment, ils étaient organisés dans le cadre du projet EPSOMED. Et à présent, c'est le projet REA Bridge Africa qui prend le relais. Et ça va être tous les 2 mois. Donc là, c'est le premier de la série, mais il y en aura d'autres. Le prochain, si je ne dis pas de bêtises, devrait être à la rentrée, donc janvier ou février. Je le redirai à la fin je n'ai pas la date exacte en tête, mais je le redirai à la fin de la présentation. Donc, les objectifs de cette série de webinaires, c'est de donner les clés et les réponses sur une thématique d'intérêt et d'avoir, donc comme on a aujourd'hui, 3 intervenants, donc plusieurs intervenants qui illustrent cette thématique par leur expérience. Et voilà, on donne des perspectives et des pistes pour aller plus loin avec ces webinaires. Alors, tous les webinaires sont disponibles en replay, comme je le disais au début, dans les bibliothèques d'Anima. Il y a aussi les bonnes pratiques donc, sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous avez raté les webinaires précédents et que les sujets vous intéressent, vous pouvez aller sur notre chaîne et les visionner. Et celui d'aujourd'hui sera disponible également juste après. Si jamais vous devez partir avant la fin, ce que j'espère pas, mais vous pourrez toujours rattraper grâce au replay. Alors, le sujet du jour, donc l'entrepreneuriat comme facteur de croissance et de transformation sociale en Afrique. Donc, c'est un vaste sujet. Volontairement, on a choisi un sujet un petit peu, voilà, comme ça, vaste pour ce premier webinaire. D'autant plus vaste que quand on parle d'Afrique, on parle quand même d'un continent avec plus d'1 milliard d'habitants dans 54 pays qui parlent 2000 langues. Donc, on va quand même restreindre un petit peu le sujet aujourd'hui, notamment grâce à nos 3 intervenants qui vont plutôt parler des écosystèmes qui les concernent. Et en l'occurrence, la Gambie, le Sénégal, le Kenya et le Burkina Faso. En tout cas, ce qu'ils ont tous les 3 en commun, nos intervenants, c'est qu'ils sont à l'initiative ou partenaires des réseaux d'entrepreneurs africains dont je vous parlais, les REA, et qu'ils opèrent dans différents secteurs. Ils vont nous dire comment ces entrepreneurs créent de la richesse et participent à la transformation sociale dans leur pays, donc plutôt au niveau national. Alors, il est vrai que le continent africain connaît en ce début de nouveau millénaire des transformations socio-économiques importantes, nouveaux cycles de forte croissance économique, croissance démographique, urbanisation, sortie de pauvreté, émergence de catégories intermédiaires de revenus, transformation numérique sans précédent, rôle de la diaspora, etc. Mais il est aussi marqué par des permanences structurelles, des économies faiblement industrialisées, peu diversifiées, un marché du travail largement dominé par l'informalité et le statut d'indépendant. Donc, quelle est la place, notamment de l'entrepreneuriat dans ce contexte-là? Alors, au sein de nos REA, vous allez voir aussi, je pense que nos intervenants vont en parler, que la question de l'entrepreneuriat féminin, mais aussi l'entrepreneuriat des jeunes, est assez présent. Alors, pourquoi? Justement parce qu'ils participent à l'émancipation des groupes les plus discriminés sur le marché du travail et qu'avec l'entrepreneuriat, on contourne ou du moins on trouve une solution possible au problème de l'employabilité de ces groupes sociaux qui sont discriminés. Puisqu'en tant qu'entrepreneur, on crée son propre emploi et donc on s'émancipe et ainsi on redéfinit son rôle et sa place au sein de la société. Dans un contexte
plus mondiale, donc de mondialisation des chaînes de valeur, d'évolution technologique, de contraintes écologiques, les questions liées à l'emploi et à la justice sociale renvoient fondamentalement donc à ces questions aussi un peu politiques, de rapport de force, de régulation, des choix de société et donc à la transformation sociale qui est aussi notre sujet du jour. Et cela amène notamment à questionner des questions d'hybridation entre public, privé, local, mondial, etc. Et qui sont notamment à l'œuvre dans l'entrepreneuriat qui est promu et qui peut être promu dans une forme aussi de rhétorique d'entrepreneuriat libéral qui tend à aussi à individualiser, à responsabiliser. Donc, on peut se questionner sur le rôle et la place aussi de l'État dans des contextes africains et dans ces différents écosystèmes. Et enfin, dernier aspect que je voulais aborder, et après je vais laisser la parole à nos invités, c'est le lien qui est souvent fait aussi entre entrepreneuriat et innovation. Alors, il y a 1000 définitions à l'innovation. Le terme est devenu omniprésent. On parle d'innovation sociale, managériale, d'open innovation. Et souvent, on a aussi tendance à rapprocher la notion d'innovation de la notion de progrès technologique. Mais en fait, innover, c'est surtout proposer des solutions au moins nouvelles à des enjeux qui sont spécifiques à une région ou à une époque. Alors forcément, il y a des grands enjeux mondiaux comme le développement durable, le changement climatique, mais il y a aussi des enjeux qui sont beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus locaux qui peuvent être liés aux infrastructures, je ne sais pas, à l'alimentation, pour donner des exemples. Et c'est là qu'il est intéressant de regarder ce qui se fait en Afrique notamment, et en l'occurrence dans certains pays, pour avoir avec nos intervenants, car on voit émerger des formes aussi de modernité alternative et aussi ce qu'on appelle l'innovation organique, ce qui signifie qu'on va agir à tous les niveaux, permettant ainsi de mettre en place un système adapté et donc d'améliorer de façon durable et continue une situation, ou par exemple une performance si on parle dans le cadre d'une entreprise. Voilà, c'était quelques sujets que j'aborde un peu comme ça globalement pour recentrer un peu le débat, mais je pense que j'ai déjà assez parlé et dépassé mon temps de parole. Donc, je vais vous parler de nos intervenants. Donc, on va avoir aujourd'hui trois intervenants. Je commence avec Hélène Guéheneuc, j'espère que je prononce bien le nom, qui est la fondatrice et la directrice de MANA au Burkina Faso, qui est un tiers-lieu qui facilite la professionnalisation de la jeunesse à travers de la pré-incubation et l'amélioration justement de l'employabilité dont on parlait plus tôt, ce qui signifie avoir notamment les compétences adéquates pour entrer sur le marché du travail. On va ensuite avoir so I'm going to switch to English just to introduce. Je vais passer au français pour présenter David. David qui est anglophone. David Cheborio, bonjour. Manager Afrique de l'Est de la fondation E4Impact au Kenya, organisation à but non lucratif, lancée en 2010. Diplômé de la Business School à l'Université catholique de Milan. Et l'objectif est de renforcer l'impact des entrepreneurs dans les pays en développement pour lancer leurs startups, pour faire croître leurs activités. Et le siège se trouve à Nairobi. Et en dernier lieu, on a Mathieu Bécu, qui est attaché de coopération, innovation économique numérique, d'économie numérique à l'ambassade de France au Sénégal, qui, je pense, a pris ce poste en septembre et qui était avant ça en Afrique du Sud. Donc, il a notamment 2 REA depuis l'Afrique du Sud, un sur l'entrepreneuriat féminin et un plutôt sur l'agriculture. Et maintenant, depuis le Sénégal, il gère 2 réseaux également, celui du Sénégal et de la Gambie. Voilà, donc je vais arrêter ici ma présentation.
Bon, je vais trouver comment l'arrêter, mais je vais commencer à dire bonjour à nos intervenants. Est-ce que vous êtes tous là? David, Oui, Mathieu, bonjour à Hélène. tous. Oui. Bonjour Raphaël. Bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Bonjour Hélène, David. Bonjour à tous. Bonjour Good David. morning. Good Hi morning. David. Hello. Welcome. Thank you. So thank you for accepting Bienvenue. our invitation and being with us today. So I'm going to start this webinar by asking a general question. Alors tout d'abord, pour commencer, une question générale pour vous trois. Pourriez-vous me dire quels sont les défis en termes de développement socio-économique principaux dans vos écosystèmes nationaux respectifs? Et selon vous, comment l'entrepreneuriat peut-il résoudre ces problèmes et quelles sont les actions principales de vos organisations respectives à cet égard? Je vais commencer par Hélène. Donc, Hélène, si tu peux répondre à cette première question. On est sûr que la traduction, ça marche bien, tout va bien? Tout va bien. Tu Ok, peux y super. aller en français, oui. Donc, je prends le luxe de parler en français. Merci. Du coup, donc au Burkina Faso, nous, clairement, un des challenges les plus importants, c'est justement l'employabilité des jeunes, comment trouver un emploi. Mais on a aussi de l'autre côté la problématique au niveau des entreprises, comment trouver des talents, comment trouver des compétences professionnelles au sein même du pays, sans avoir à aller en chercher ailleurs. Donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment le gros enjeu où on a d'un côté, donc, pour les jeunes qui ont la chance d'avoir fait des études qui ressortent avec des diplômes, que ce soit une licence, un doctorat ou même un master, mais qui n'ont pas de compétences professionnelles. Ça reste des compétences très théoriques et qui ne connaissent même pas la réalité en fait, du monde de l'entreprise. Parce qu'en fait, au sein de l'université, souvent, on leur dit, voilà, il y a deux options à la fin de vos études. Soit vous passez les concours de la fonction publique pour devenir fonctionnaire, soit vous continuez et vous devenez professeur ou chercheur. Et là, il y a vraiment une cassure, c'est-à-dire que le lien avec juste le secteur privé, le monde des entreprises est rarement fait. Même pendant les études, on valorise très peu les stages, justement le fait de pouvoir avoir une première expérience professionnelle. Et du coup, la majorité des jeunes, quand ils sortent, aujourd'hui, voilà, ce qui est très à la mode, c'est de faire l'entrepreneuriat. Donc, on leur dit, auto-emploi, devenez entrepreneur. Sauf que l'entrepreneuriat, ce n'est pas la dernière chance. Pour tous ceux qui ont entrepris, on sait que l'entrepreneuriat, c'est une vraie aventure. Il faut être convaincu, il faut savoir ce qu'on veut faire et comment le faire. Et du coup, c'est vrai que nous, en tout cas, on s'est positionné pour être un pont entre ces jeunes à la recherche d'emploi ou ces jeunes souhaitant entreprendre, déjà pour faire de l'orientation professionnelle, parce qu'aujourd'hui, ça manque énormément. La majorité des jeunes, en fait, qui sortent avec un diplôme finissent par travailler dans un secteur qui est totalement différent de leurs compétences théoriques de départ. Et donc, du coup, voilà, on essaie vraiment de faire cette orientation-là, d'identifier les jeunes qui ont une réelle envie, qui sont vraiment déterminés à vouloir entreprendre et à être en capacité aussi d'entreprendre tout de suite, parce qu'il faut être en capacité d'entreprendre. Et pour ceux qui, finalement, parfois, au départ, souhaitent entreprendre, mais finalement recherchent plutôt un job pour avoir une première expérience professionnelle, avoir un réseau professionnel aussi. Donc voilà, nous, en tout cas, c'est un des premiers constats qu'on a fait quand on a lancé nos 2 programmes d'accompagnement. Donc, un axé vraiment sur l'emploi. Donc, j'ai déposé 100 CV, mais je n'arrive pas à trouver un emploi. Comment faire? Donc, nous, on les aide, on les accompagne, que ce soit sur le développement personnel, les techniques de recherche d'emploi et à la fin, avoir la capacité de trouver justement ce stage ou cet emploi. Et la majorité, justement, venait en disant, mais finalement, j'ai un projet. En fait, ils confondaient souvent les 2 projets. Quand on faisait les appels à candidature, on en avait qui venaient pour le programme entrepreneuriat, mais qui en fait cherchaient un job. Enfin, c'était vraiment intéressant déjà juste à la première étape. Et parfois même au sein des programmes, surtout pour ce lien d'entrepreneuriat, après la première partie qui est très sur le développement personnel, la posture entrepreneuriale, le fait d'aller rencontrer des entrepreneurs, comprendre c'est quoi la réalité d'un entrepreneur, la majorité se rendait compte qu'ils n'étaient peut-être pas prêts tout de suite. Et donc, du coup, en fait, partaient du programme pour aller dans le programme employabilité. Donc, on sent qu'il y a encore beaucoup de questions en fait en face de ces jeunes qui ne savent pas comment faire parce qu'on ne les oriente pas, parce qu'en fait, il n'y a pas ce pont qui est fait justement. J'accuse personne, je ne dis pas que l'université ne fait pas son job, mais il y a ce gap-là. Et d'un autre côté, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui, elles, sont dans l'autre problématique de
En fait, on a des offres d'emploi, mais on ne trouve pas les personnes adéquates. On ne trouve pas les personnes avec les compétences. Souvent, ils sont obligés de prendre des jeunes qui sont obligés justement de former. Et ça veut dire investir du temps, de l'argent. Et tout le monde n'est pas en capacité de faire ça. Donc, on est souvent demandé pour essayer de faire justement des formations professionnelles pour qu'ils puissent avoir des jeunes qui soient adaptés au profil qu'ils recherchent. Donc, voilà en tout cas de notre côté les problématiques emploi et la coupure vraiment public-privé qui est assez forte. D'accord, j'ai déjà deux questions peut-être avant de passer aux intervenants. C'est par rapport à ce que tu disais, est-ce que du coup, est-ce que vous travaillez avec les universités ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez prévu de faire, un travail pour que justement ils intègrent dans leur curricula euh, la sensibilisation, en tout cas à l'entrepreneuriat. Et ma deuxième question porte donc justement sur le côté des entreprises qui ont du mal à trouver les bons talents. Est-ce qu'elles se tournent vers vous? Est-ce qu'elles vous connaissent? Voilà, comment ça se passe? Ouais. Alors, pour les universités, oui, on travaille avec elles. Ça met du temps, surtout avec les universités publiques, mais ça arrive. En fait, nous, ce qu'on leur offre, c'est que pour la 3e année de licence, pour la 2e année de master, en fait, on fait des modules sur comment préparer justement ma vie après mon diplôme, comment anticiper tout ça. Et du coup, on fait nos programmes qu'on fait au sein de Mana, on les fait au sein de l'université en les adaptant à leur rythme de cours, etc., etc. Donc, ça aide déjà pas mal d'étudiants après à savoir où est-ce qu'ils veulent aller. Et aujourd'hui, oui, les entreprises viennent nous voir. En fait, on organise une grosse journée annuelle qui s'appelle la journée Conseil Emploi. C'est le 1er mai, journée de la fête du travail, où là, on arrive à avoir 1500 jeunes en une journée et on arrive à mobiliser une trentaine d'entreprises et de cabinets de placement qui viennent non pas pour embaucher, mais pour donner des conseils. Donc, en fait, c'est vraiment l'opportunité pour les jeunes d'avoir un B2B, un one-to-one en direct avec des professionnels des ressources humaines où ils peuvent poser toutes leurs questions. Donc, voilà, ça, c'est mon CV. Donc, le RH peut faire ses retours en direct. Moi, je stresse pendant un entretien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Enfin, souvent, ça ne dure pas longtemps. Ils ont 15-20 minutes avec la personne, mais c'est très riche. Et puis, à côté de ça, on fait des ateliers justement sur l'entretien d'embauche, le CV, la lettre de motivation, même comment contacter une entreprise. Parce que parfois, il y a aussi les candidatures spontanées. Donc, comment est-ce qu'on fait? Quelle est la posture à avoir? Et en fait, à travers cette grosse journée, là, on a déjà fait 2 éditions. On a réussi à faire pas mal parler de nous et les entreprises viennent nous voir. On a eu par exemple l'entreprise Razel qui cherchait une trentaine de stagiaires au Burkina, pour le Burkina Faso et pour la Côte d'Ivoire. Et du coup, on a allé contacter toutes les entreprises d'ingénierie du Burkina pour identifier ces stagiaires-là. Et on a eu tout un processus de sélection. Et on leur a identifié les 30 stagiaires avec qui ça s'est plutôt bien passé. Ils ont tous fait leur fin de stage et la majorité a été embauchée par la suite. Très bien. C'est intéressant ces deux programmes que tu présentes et justement ce que tu disais que l'entrepreneuriat, bon, comme on dit au début, c'est une manière de créer son propre emploi et de trouver des solutions à un problème d'employabilité, mais c'est aussi un métier et on ne peut pas tous être entrepreneur et il faut être convaincu, il faut avoir une idée. Donc en fait, vous avez deux programmes qui sont tout à fait complémentaires et qui s'adaptent aux besoins de chacun. Merci Exactement. beaucoup, Hélène. Je vois que le temps file, donc je vais passer à David. David, because you're the next one on my screen. If that's okay with Mathieu. So same question about Donc, la même question pour David. in terms of social and economic development. Quels sont les défis principaux en termes sociaux et en termes de développement? Et selon vous, selon vous, comment l'entrepreneuriat permet de relever ces défis et que fait votre fondation à cet égard? Alors, merci, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, David Cheborio du Kenya. Quelques informations contextuelles pour présenter le Kenya, ce qui se passe ici. Jusqu'en 2019, Kenya était la 4e économie africaine, avec une croissance de PIB 5,9% entre 2010 et 2018. Et le pays est devenu un pays à revenu moyen. Autrement dit, une économie très dynamique. On parle d'ailleurs du Kenya comme la savane digitale, étant donné que de très nombreuses plateformes y voient le jour.
Nous sommes également un point d'entrée pour le marché de l'Afrique de l'Est, à savoir 300 millions de consommateurs. Mais malgré tout, malgré ces avancées, les défis socio-économiques demeurent, notamment en ce qui concerne la croissance durable et inclusive. Et nous avons également d'autres problèmes: corruption, égalité économique, chômage. On dit que 2 tiers des Kenyans vivent en dessous de la ligne de la pauvreté et la majorité souffre de ce qu'on appelle la vulnérabilité chronique. Et il y a un fossé énorme entre riches et pauvres. Voici les défis principaux auxquels nous sommes confrontés. Dans les zones rurales, il y a toujours des problèmes de nutrition, d'insécurité alimentaire, de maladies. Et il faut traiter ces inégalités d'une manière ou d'une autre. Et ça ici, c'est au niveau du pays entier. Et en ce qui concerne les défis que connaissent nos entrepreneurs, c'est souvent un manque de compétences entrepreneuriales. En effet, beaucoup d'entrepreneurs le deviennent par nécessité, pas parce qu'ils voulaient le devenir, mais parce qu'ils n'avaient aucune autre solution. L'entrepreneuriat, c'était la solution de dernier recours. Mais souvent, ils n'ont pas les compétences et aussi les finances et l'accès au crédit. Si vous êtes jeune, un jeune entrepreneur, vous avez besoin et vous devez prouver des sécurités financières pour avoir accès à un crédit auprès de la banque. Et c'est souvent difficile. Ensuite, autre problème, les impôts. Les impôts qui augmentent, qui se diversifient, et le gouvernement ne manque pas d'imagination pour créer de nouveaux impôts, ce qui pose problème, bien évidemment. Et ensuite, les compétences entrepreneuriales. Comme je l'ai dit, les entrepreneurs se lancent dans cette aventure sans avoir les compétences nécessaires pour y parvenir. Et le dernier défi qui concerne les entrepreneurs, ce sont souvent la piètre qualité des infrastructures, surtout dans les zones rurales. Les communautés rurales ont souvent des infrastructures inefficaces, coûts d'électricité très élevés ou alors pas d'électricité, ce qui pèse sur le développement des activités d'un entrepreneur. Voilà donc un des obstacles. Ça, ce sont des facteurs socio-économiques auxquels sont confrontés les entrepreneurs kenyans. Mais que font les entrepreneurs pour les surmonter? Ça, c'est une excellente question. L'entrepreneuriat kényan, c'est le moteur de la croissance. Et ces derniers temps, le secteur du développement s'en est rendu compte. Comment soutenir le commerce plutôt que de rester sur des mesures de soutien, d'aide au développement? Le commerce, c'est plus durable. Et alors, que font les entrepreneurs? Eh bien, tout d'abord, ils identifient des occasions, des opportunités sur leur marché. Et dans nos programmes, nous avons des entrepreneurs qui, en raison des défis socio-économiques dont j'ai parlé, eh bien, ils se disent, très bien, je suis conscient des défis, je dois trouver une solution. Autrement dit, ils identifient les problèmes et ils les transforment en opportunités business. Ça, c'est la première chose que les entrepreneurs font. Deuxième chose, ils créent des opportunités professionnelles eux-mêmes. Par exemple, nous travaillons avec des créateurs d'emplois et non avec des demandeurs d'emplois. Les créateurs d'emplois créent des emplois pour eux-mêmes et ensuite, ils recrutent. Et je dirais que la création d'emplois comme entrepreneur, c'est un rôle clé pour le développement. Alors bien sûr, ils contribuent au PIB, ils contribuent à la richesse du pays. Et les entrepreneurs, pour moi, peuvent également proposer des solutions au niveau des infrastructures. Par exemple, nous avons un entrepreneur qui qui transforme des déchets plastiques en briques destinées au secteur de la construction. Donc voilà, un type d'innovation
par un entrepreneur qui propose des solutions concrètes. Ensuite, des solutions pour le développement des communautés. La plupart du temps, les entrepreneurs connaissent bien leur communauté. Par exemple, si vous êtes entrepreneur et vous avez un réseau très solide auprès de la communauté et les entrepreneurs peuvent compter sur leur soutien pour ce qui profitera donc à tous les membres de cette communauté. Autrement dit, pour répondre, et troisième question, que faisons-nous pour répondre à ces défis? Eh bien, nous avons trois objectifs principaux. Tout d'abord, former et coacher une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et ici, on parle d'entrepreneurs qui veulent avoir un impact, des entrepreneurs impactants. Ce sont des entrepreneurs qui veulent une durabilité économique, une durabilité sociale et environnementale. Nous avons différents types de programmes de formation pour eux, pour travailler avec ces entrepreneurs impactants. Ensuite, nous avons des partenariats entre Afrique et Europe. Nous présentons le marché européen aux entrepreneurs africains. Et troisième chose, nous avons des partenariats avec plusieurs universités africaines, 18 à l'heure actuelle, et qui ont des programmes de master MBA pour devenir entrepreneurs impactants. Et ces universités jouent un rôle de premier plan à cet égard. Donc, beaucoup de changements au cours de ces 10 dernières années. Et le programme MBA, le programme en Master Business Administration, bon, tout a commencé avec un programme MBA et l'objectif était de permettre à l'entrepreneuriat de gagner en visibilité. Parce qu'un programme MBA, cela veut dire qu'il faut certains diplômes pour y avoir accès. Alors que nous voulions que le MBA soit démocratisé, accessible à tout le monde. Donc, nous voulions travailler avec des startups, avec des communautés rurales, avec des agriculteurs. L'idée était ici de proposer des compétences entrepreneuriales au plus grand nombre. Nous voulions créer des agro-entrepreneurs, des entrepreneurs de tous bords, pour que tout le monde puisse se dire, je peux devenir un entrepreneur moi-même. Nous voulions changer les mentalités, que même les jeunes puissent se dire, je peux devenir entrepreneur si je le veux. Donc, je dirais que les mentalités changent. Et maintenant, au Kenya, à l'époque, si vous aviez échoué avant, vous vous tourniez vers l'entrepreneuriat comme solution de dernier recours. Mais maintenant, l'entrepreneuriat est mieux perçu. C'est cool d'être un entrepreneur. Terminer l'école, terminer l'université et ensuite lancer sa propre entreprise, c'est perçu positivement. Donc voilà ce qu'on a fait. Et ensuite, d'autres facteurs d'encouragement. Nous avons des programmes qui encouragent les communautés ou d'autres bailleurs de fonds, des coopérations, l'ambassade française, l'UE, les États-Unis, et nous encourageons ces bailleurs de fonds à investir dans les programmes d'investissement. Et les gouvernements africains, eux aussi, œuvrent en ce sens pour former les entrepreneurs, pour organiser des programmes pour faciliter le commerce en Afrique. Par exemple, au Rwanda, il ne faut qu'une seule journée pour créer votre entreprise. Imaginez-vous. Ça, c'est une excellente chose. Et ensuite, l'investissement impactant. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un entrepreneur, des investissements qui vont avoir un impact au niveau communautaire. Alors, dans nos 2 dernières cohortes, nous avons levé 3 millions de dollars américains en investissement, ce qui était une belle victoire. Et maintenant, nous avons 2000 entrepreneurs
qui travaillent en marketing. Nous les aidons en termes de levée de fonds, en visibilité, en accroissement d'échelle pour leurs activités. Nous les aidons en termes de conformité, de réglementation et en termes de branding, en termes de publicité aussi, grâce à des plateformes numériques pour les aider notamment à vendre en ligne. Voilà le rôle que nous jouons. Voilà ce que je peux vous dire vis-à-vis des défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs et ce que les entrepreneurs font pour les surmonter et pour renforcer les capacités, les compétences des entrepreneurs. Merci beaucoup, David. Cela a été vraiment un panorama très précis. C'est parfait. Je passe maintenant à Mathieu. Nous avons des questions dans le chat. Demande si vous avez expérience à mettre ensemble de fonds pour des sources différentes, publiques et privées, et à activer des mécanismes de financement mélangés, parce que vous avez parlé des entrepreneurs, mais vous pouvez peut-être nous donner plus d'informations sur les sources de ces fonds, de ce financement. Oui, je l'ai dit, et je l'ai dit que dans les derniers 2 cohortes, nous avons mis ensemble plus de 3 millions de dollars avec des entrepreneurs d'impact. 2 cohortes, et on dit à peu près 14 entrepreneurs. Certains de ces fonds sont venus nous avons travaillé avec des entreprises, et par exemple Eni, et ils nous ont donné 150 000 dollars, et cela, c'était un levier parce que cela nous a permis après de faire des emprunts et de montrer qu'on avait un financement initial. Donc, c'est un mélange. Nous avons utilisé les premiers financements comme levier pour lever d'autres fonds, et également ici au Kenya, on a gagné des compétitions pour l'entrepreneuriat. Donc, cela se présente la plupart des fois avec un prix en argent. Par exemple, actuellement, nous avons 750 000 euros que c'est petit si vous regardez à une centaine d'entreprises, par exemple, mais ça marche comme un catalyseur et ça donne la preuve aux investisseurs que l'idée est intéressante parce qu'on a déjà des fonds. Donc, il est plus facile pour un fonds d'impact de voir que cette entreprise a déjà su attirer des fonds et lever des fonds et d'avoir envie de les financer davantage. Travailler avec l'investissement d'impact, c'est vraiment très important, mais il faut regarder les choses de plusieurs points de vue. Par exemple, il y a certains qui veulent financer des idées et d'autres qui veulent lever des fonds avec les investisseurs d'impact. Mais c'est très intéressant et si en tant qu'entrepreneur, vous arrivez à lever 500 000 dollars ou 1 million, vous êtes évidemment très fier de votre travail parce que votre travail est reconnu. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Toi, et c'est intéressant de t'avoir parmi nous parce que tu parles d'un point de vue différent puisque tu es en ambassade de France et donc tu vas pouvoir nous parler aussi d'un point de vue de coopération franco-africaine. Donc je le disais au début, tu étais précédemment en Afrique du Sud et tu as travaillé là-bas sur 2 réseaux, donc un plutôt orienté sur l'entrepreneuriat féminin et l'autre au niveau des agriculteurs, si je ne dis pas de bêtises. Là, tu es au Sénégal. Au Sénégal, il y a eu un réseau d'entrepreneurs aussi qui a bien fonctionné, qui est un bon exemple, qui est Terangatech, là, qui est plus orienté sur les questions tech, mais je pense un peu tout secteur, Mentech, Cleantech, Agritech, FinTech. Tous les mots, on peut mettre tech derrière. Et tu supervises aussi le réseau d'entrepreneurs africains en Gambie
Donc voilà, j'aimerais que tu nous parles aussi un petit peu de tes expériences, des challenges que tu as pu observer et de la place de l'entrepreneuriat pour relever ces défis et justement pourquoi, quel est le rôle de la coopération et pourquoi la coopération française a décidé d'investir particulièrement dans l'entrepreneuriat. Voilà. Merci beaucoup à toi, Raphaël. Merci à Hélène et David qui en ont déjà beaucoup dit et qui ont fait un constat que l'on partage. Bien entendu, la problématique majeure, c'est celle du chômage et de la capacité du marché du travail à répondre à cet enjeu. Hein. Dans ce contexte particulier, alors je ne vais pas m'étendre trop, hein, mais dans ce contexte particulier, il y a deux voies. Hein, la capacité des entreprises actuelles à recruter par leur développement et la capacité d'imaginer de nouvelles créations d'entreprises. Et c'est la raison pour laquelle on met l'accent sur le développement de l'entrepreneuriat dans un contexte où on a une configuration démographique particulière, où la jeunesse a encore une trajectoire professionnelle à créer et où l'entrepreneuriat peut être une piste très intéressante à exploiter. Alors tout ceci, évidemment, répond à des enjeux majeurs. Hein. C'est celui, et ça a été souligné par David, notamment, il ne faut pas que ça soit un entrepreneuriat subi, mais un entrepreneuriat qui crée de la valeur, notamment pour répondre aux objectifs du développement durable et un rôle fondamental face à des opportunités qui, nous semble-t-il, sont considérables sur le continent. Pour en citer quelques-uns, c'est l'accès à l'énergie, même la transformation énergétique, c'est l'accès à l'eau, le développement de l'accès à l'eau, la croissance de la gestion des déchets, l'assainissement, c'est là aussi la sécurité alimentaire et donc le développement d'une agriculture durable, mais malgré tout productive pour répondre à une croissance démographique considérable. Donc, on y voit la possibilité d'intervenir, alors pas uniquement la France, et je le souligne, c'est aussi avec tous nos partenaires européens en fait, et il y a des travaux considérables qui sont aussi menés par nos amis belges, luxembourgeois, suisses, anglais, et là j'élargis l'Europe, mais on ne travaille pas seul, on essaie de travailler et de se coordonner parce que il y a en fait une multitude d'actions de coopération et toute la problématique, c'est celle de la bonne articulation et de la complémentarité de nos actions. Alors, qu'est-ce qu'il a été décidé au cours de ces dernières années? Bien sûr, il y a eu le programme Choose Africa avec 3,5 milliards d'euros d'investis sur le continent africain, dont les retombées passent essentiellement par la possibilité pour le système financier d'essayer de répondre aux besoins de l'entrepreneuriat. On sait que ce n'est pas quelque chose de simple et David l'a souligné, les systèmes financiers sont différents selon les pays, beaucoup plus avancés en Afrique du Sud qu'au Sénégal. Et donc là, il faut réfléchir sur de nouvelles stratégies d'appui à l'entrepreneuriat en essayant notamment de pouvoir structurer les réseaux de business angels et convaincre les venture capitalistes de redéfinir leur stratégie de mise à disposition de leurs fonds. Et ça, je crois que c'est vraiment crucial et David l'a souligné. Il y a un autre enjeu majeur quand on parle de l'entrepreneuriat et notamment si on le couple avec la dimension numérique de l'entrepreneuriat, c'est cette capacité à accompagner les entrepreneurs. Hélène l'a dit aussi, hein, on ne devient pas entrepreneur comme cela. C'est être en capacité d'accompagner ces entrepreneurs. Et donc, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on accompagne les structures d'accompagnement à se professionnaliser? Il y a énormément de structures d'incubation sur le continent, mais il y a un enjeu à la professionnalisation de ces structures. Alors, il y a eu des actions qui ont été menées par l'Europe, par la France, avec Afrique Innov, il y a Freelabs. Nous-mêmes, on le fait en Gambie via le projet REA, mais plus fondamentalement, on essaie de soutenir les structures d'appui à l'entrepreneuriat, telles que, j'ai le plaisir de voir Cindy aujourd'hui ici, l'objectif des projets REA, c'était soutenir les réseaux d'entrepreneurs, les réseaux professionnels,
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire faciliter leur structuration. Ça veut dire les appuyer dans la mise à disposition de services pour leurs membres, et c'est les rapprocher d'autres réseaux d'entrepreneurs, notamment européens. Et ça, c'est typiquement ce que doit faire le REA dans la définition. Alors, il y a eu des manières de se l'approprier différemment. On a appuyé des incubateurs, on a appuyé d'autres choses que des réseaux d'entreprise. Mais je pense que l'esprit est bien là. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que personne ne peut mieux connaître leur métier, finalement. Et donc, on passe à une échelle un peu plus macro de notre côté et on a décidé d'investir significativement dans cette consolidation. Et pour des raisons en Afrique du Sud sur l'agriculture et l'entrepreneuriat féminin évident, il y a une histoire en Afrique du Sud qui impose de réfléchir sur l'émergence du secteur agricole pour les populations les plus défavorisées qui sont dans ce secteur, et l'entrepreneuriat féminin partout sur le continent, car on sait que le taux d'entrepreneuriat féminin est extrêmement élevé, mais qu'il a du mal à se développer. Et là, l'accès au financement est un enjeu majeur, puisqu'on considère que 0,03 des fonds levés au continent africain, sur le continent africain reviennent aux femmes. Et ces montants levés sur le continent africain ne représentent que 2% des montants levés à l'échelle mondiale. Alors, vous voyez un peu la pauvreté de l'accès au financement de l'entrepreneuriat féminin. Donc, ce sont des enjeux de cette nature-là sur lesquels nous travaillons, mais nous travaillons à appuyer des initiatives qui nous semblent particulièrement intéressantes. Alors, je vais citer plus largement la Women in Africa ou Women Investment Capital. Voilà. On travaille à cette réflexion et en travaillant sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'appui à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire appui très précis aux entrepreneurs et non pas à de grosses cohortes, appui à la structuration des réseaux d'appui à l'entrepreneuriat, incubateurs ou réseaux professionnels, et la composante sur laquelle on souhaite vraiment insister désormais, et on a déposé un nouveau SPI sur cette question-là, c'est la structuration des réseaux d'investisseurs et la visibilité des écosystèmes entrepreneuriaux du Sénégal vis-à-vis de la communauté internationale financière. Et là, on va travailler avec la Banque publique d'investissement et Proparco pour réfléchir à un pilote au Sénégal qui, on l'espère, pourra ensuite se développer plus largement dans d'autres pays. Voilà, je m'arrête grosso modo ici. Merci, merci d'avoir soulevé aussi cette question de la chaîne de valeur, parce que c'est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, on ne parle pas que des entrepreneurs, on parle effectivement de tous les acteurs autour de l'entrepreneuriat, et David et Hélène ont ce rôle-là aussi. Tu as parlé aussi de cette question de l'investissement, de la visibilité des entrepreneurs auprès des investisseurs, qui soient individuels ou des fonds d'investissement. Et donc, effectivement, le soutien, il doit se faire sur toute la chaîne de valeur. Sinon, s'il y a un maillon qui ne fonctionne pas au niveau de la chaîne de valeur, ça ne peut pas avancer. Ça, alors, je me permets, c'est un gros problème dans la coopération internationale sur le continent. Il y a un manque de visibilité de l'ensemble des actions qui sont portées par les différents pays. Et il y a très rarement une action cohérente sur ces trois composantes: aide à l'entrepreneuriat, aide au réseau et aide au financement. Il faut travailler de manière très conjointe et complémentaire sur ces trois axes en même temps. Je te remercie. J'ai vu une question passer. Alors, vous savez, nous, à Anima, on travaille beaucoup aussi avec la Méditerranée. Donc, je vois pas mal d'exemples aussi du nord de l'Afrique, donc d'Algérie. J'ai vu Mourad qui me saluait. Bonjour Mourad. Bonjour Hélène, qui sont des gens avec qui j'ai travaillé, des clusters et des entrepreneurs avec qui je travaille sur un autre projet. Donc, je les salue. Et on a une personne, donc Nebat El Amin, qui nous dit qu'en Algérie, le gouvernement met en place un mécanisme qui encourage les startups. Alors, il demande si ce mécanisme existe dans d'autres pays africains. Donc, je ne sais pas de quel mécanisme il parle, mais on sait qu'effectivement, un exemple
qui est aussi assez connu pour l'Afrique du Nord, c'est la Tunisie qui a fait le Startup Act. Donc, est-ce que dans les pays dans lesquels vous êtes, il y a quels sont les mécanismes justement mis en place par l'État? Est-ce que c'est au niveau voilà, des statuts, des lois, des incitations? Au Maroc aussi, il y a eu la création il y a quelques années du statut d'auto-entrepreneur qui a quand même grandement facilité l'accès à la création d'entreprises. J'avais moi-même créé une entreprise au Maroc avant qu'il y ait le statut d'auto-entrepreneur et j'aurais bien aimé le faire après, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc voilà, quels sont les exemples dans vos pays de mécanismes mis en place et est-ce qu'ils fonctionnent? Je ne sais pas si quelqu'un particulièrement l'un de vous trois veut prendre la parole. Hélène, oui. Juste pour Startup Pack, je crois que justement, ça a lieu au Sénégal. Donc là, c'est Mathieu qui pourra parler, mais voilà, il y a Startup Pack qui a été fait au Sénégal. Nous, au Burkina, il y a eu tout le mouvement I4Policy aussi. Donc là, pas qu'au Burkina Faso, hein, c'était sur tout le continent, mais on a eu pas mal d'activités. En fait, ça nous a permis à propulser au Burkina Faso auprès du gouvernement, justement, pour déployer le statut d'auto-entrepreneur. Mais il y a aussi le statut sur lequel on travaille beaucoup d'étudiants entrepreneurs. Étonnamment, c'est celui qui fonctionne, sur lequel au Burkina Faso on travaille le plus. Et il y a l'AUF qui travaille énormément là-dessus. Donc, il y a eu tout un projet aussi sur ce statut-là. Nous, au Burkina, on est dans les balbutiements, mais en tout cas, c'est une grande piste de réflexion qui est en cours. Et je voulais faire un clin d'œil sur ce que disait Mathieu, juste sur la chaîne de valeur, parce que clairement, c'est une problématique énorme. Et nous, en tout cas, au Burkina, on le voit, il y a des réseaux. On appelle ça maintenant les fédérations des SAUI. Chaque pays essaye d'avoir son réseau, justement, qui fédère toutes les SAUI, donc les structures d'accompagnement de l'entrepreneuriat innovant. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des incubateurs qui pullulent de partout, parce que l'entrepreneuriat est à la mode et qu'on peut capter pas mal de financement. Du coup, se pose toujours la question de quelles sont les structures vraiment de confiance avec des réelles capacités. Et en fait, nous, on se rend compte, comme on n'est pas un incubateur, on a cette possibilité de prendre pas mal de recul sur l'écosystème. Et en fait, il y a des formations métiers. Aujourd'hui, nous, en tout cas, au Burkina, il n'y a pas de formation pour être accompagnateur à l'entrepreneuriat, accompagnateur à l'innovation, voire même accompagnateur sur l'employabilité. Et en fait, comme le disent tous les gens qui travaillent dans les SAUI, on apprend sur le tas, quoi. Alors, c'est bien quand on arrive à avoir un écosystème ou une structure qui arrive à te faire monter vraiment en compétences, mais ça veut dire pareil que la structure, elle a de l'argent, le temps et la capacité de le faire. C'est quand même rarement le cas. Et du coup, c'est vrai que nous, en étant dans le réseau Afrikinov et Afrilabs, pour 2022, un de nos objectifs, c'est de lancer des formations pour les SAUI sur comment devenir un accompagnateur en entrepreneuriat, en innovation et en employabilité. C'est vraiment quelque chose qui manque. Et j'en reparle parce qu'il y a 15 jours, j'étais donc à Dakar et on en discutait avec le réseau Afrilabs, où là, on était 35 hubs réunis. Et en fait, les trois quarts disaient ça. Il y a les fondateurs qui, eux, sont formés, sont super dynamiques. Mais à un moment, quand on veut que sa SAUI, elle monte, il faut avoir une équipe sur laquelle on peut compter. Et la problématique de tout le monde, c'était d'avoir des gens compétents. C'est-à-dire des gens où on peut leur donner un programme d'accompagnement, on leur explique la vision et ils peuvent vraiment accompagner les entrepreneurs de A à Z. Et on était tous dans le même bateau à se dire, même nous, on dit justement que les entreprises ont du mal à trouver leur profil, mais nous-mêmes, en fait, on est dans cette problématique-là. Donc, merci Mathieu d'avoir parlé de ça, parce que clairement, c'est un enjeu, je pense, aujourd'hui. Je pense qu'on est tous montés en compétence sur qu'est-ce qu'il faut avoir dans les programmes, les compétences, tout le processus d'accompagnement de l'entrepreneur, OK. Je pense que maintenant, il faut passer à la strate au-dessus sur les SAUI, sur ces réseaux de financement. Il y a un gros travail à faire au niveau de la diaspora aussi. Je pense que clairement, Bridge Africa peut être un pont avec la diaspora. Je sais que vous avez un programme là-dessus. Voilà, je voulais juste faire un clin d'œil là-dessus. Oui, puis je pense que ce n'est pas évident pour les entrepreneurs aussi. Il y a toujours une espèce de décalage entre le fait qu'entrepreneur, ça a plein temps et qu'en même temps, ils sont souvent dans des programmes d'accompagnement. Parfois, ils postulent un peu partout et ils sont un peu perdus, ils s'engagent partout. Ils n'ont pas le temps, en fait, de mener tout à bien. Je pense que ça peut être frustrant pour eux. Et effectivement, avec, comme tu disais, ce phénomène aussi un peu de mode et tout, pour eux de s'y retrouver, de trouver le bon accompagnement au bon stade également.
Parce qu'on est en pré-incubation, en incubation, en accélération, etc. Au niveau de tous ces acteurs, c'est pas toujours évident. Donc, petit conseil aux entrepreneurs, renseignez-vous bien avant sur les structures auprès desquelles vous postulez pour être sûr que l'accompagnement il est adéquat et de qualité. Merci Hélène. So David, I was wondering because I have no idea about Kenya and. David, j'étais en erreur parce que je ne connaissais pas le Kenya et quel mécanisme existait appliqué par le gouvernement à support de l'entrepreneuriat en termes de stage, de formation. Qu'est-ce qui se passe pour le moment? Oui, et je reprends de ce que Hélène et Mathieu ont dit, parce que je pense que il y a des points très pertinents dans leur discussion. Je pense qu'au Kenya, actuellement, nous avons passé le Startup Act. Je pense que nous suivons d'autres pays comme la Tunisie, par exemple. J'étais au Sud-Afrique et nous nous sommes rencontrés avec Cindy et d'autres il y a 3 ou 4 semaines. Et j'ai rencontré quelqu'un de Tunisie qui était venu à participer et qui nous a dit qu'ils sont beaucoup plus avancés dans l'implémentation du Startup Act. Nous sommes en train de le passer, mais nous n'avons pas encore commencé l'implémentation. Mais je pense que à travers tous ces programmes, nous pouvons voir des pays qui sont plus avancés. Mais le fait qu'on l'ait au moins passé, ça veut dire que le gouvernement du Kenya fait quelque chose à propos de ça. Nous sommes aussi partis le gouvernement du Kenya fait partie d'un réseau pour renforcer les acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat, les parties prenantes. Nous attendons tout simplement les contrats, la signature des contrats et notre rôle sera de constituer les capacités pour les incubateurs et les accélérateurs. Donc, le Kenya on a décidé qu'il voulait accepter ces fonds qui viennent de différents investisseurs pour créer des incubateurs et des accélérateurs parce qu'ils croient qu'à travers cela, ils peuvent créer de la valeur. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, au Kenya, dans beaucoup de parties rurales, beaucoup des incubateurs sont à Nairobi, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'incubateurs et accélérateurs dans la capitale. Mais ce que l'on essaye de faire maintenant, c'est de les exporter dans les zones plus rurales et créer des centres d'information numérique où les femmes, les jeunes femmes et même les hommes peuvent aller dans les zones rurales pour se renseigner, c'est recevoir une formation sur les outils numériques. Je pense qu'il y a 2 ans, nous avions 97 années, nous sommes à 67 les dernières années. Et donc, cela pour dire que le gouvernement du Kenya essaye de rendre les choses plus faciles pour les startups du Kenya pour s'enregistrer et commencer à faire du business. Évidemment, il y a aussi des soucis, il y a une très forte taxation, il y a de la corruption, mais néanmoins, au moins, on peut voir l'appréciation du gouvernement vers l'entrepreneuriat et le secteur privé. Mais 2 autres choses dont je voudrais parler. L'une est la visibilité dont Mathieu a parlé. Et je vous donne un exemple. Ce que nous faisons créer une visibilité pour l'entreprise. Et donc, ce que nous avons fait, c'est d'aller vers l'un des fournisseurs de médias principaux, l'un des plus grands journaux. Ils ont une station de radio, une station de télé. Et nous leur avons dit, et étant donné que vous croyez dans l'entrepreneuriat et nous, on croit dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous pouvez être le sponsor pour la visibilité pour tous les programmes que l'on implémente? Et ils ont accepté. Et à chaque fois que l'on doit faire du recrutement, à chaque fois que l'on a des images d'innovation ou des exemples, ils les font sortir dans la presse ou ils nous invitent sur le plateau de télé pour en parler. Et cela, c'est très utile pour augmenter la visibilité de nos entrepreneurs. Vous m'entendez toujours? Oui, tout à fait.
Donc, je pense que c'est l'une des choses que l'on essaye de faire et qui marche très bien pour nous. C'est une très bonne chose. Et l'autre chose sur la chaîne de valeur, juste un exemple de ce que nous avons pu faire au Kenya, nous avons créé une plateforme de vente numérique où tous nos entrepreneurs dans les zones rurales peuvent mettre leurs produits. Peut-être qu'ils font du miel ou des petites productions artisanales rurales. Ils peuvent néanmoins les mettre sur cette plateforme commune, sur cette marketplace et les vendre online. Donc, ça, c'est très important pour chaque startup ou chaque entrepreneur. Quand nous arrivons à faire cela, vous coupez tous les maillons du milieu. C'est du producteur au consommateur, mais néanmoins en utilisant la technologie parce que n'importe quel producteur, même dans la zone plus reculée, plus rurale, peut faire son miel. Et avec un téléphone portable, il peut faire une photo et la mettre sur notre plateforme et la vendre et recevoir un paiement de façon numérique, toujours sur son téléphone. Donc, nous coupons tous les maillons du milieu, nous faisons du producteur au consommateur, mais à travers la technologie, à travers cette plateforme que l'on a créée. Donc, c'était juste pour vous donner un exemple de ce que nous avons pu faire ici. Merci beaucoup, David. Je vois que c'est déjà 11 heures ici à Marseille. Je voulais ouvrir le forum à d'autres questions, mais avant de faire cela, je voulais voir avec vous si vous aviez des derniers mots ou des choses que vous teniez à partager avant de passer aux questions. Mes derniers mots, mes mots de clôture, je pense que nous sommes partie du réseau et nous sommes partie des créateurs de l'écosystème. Mais ce que j'ai vu de mon expérience, c'est que nous avons besoin de créer des partenariats et des collaborations. C'est la seule manière pour arriver au succès. Comme dans le proverbe africain qui dit, si vous voulez marcher vite, marchez tout seul, et si vous voulez aller loin, marchez avec les autres. Cela est très important de construire un réseau. J'apprécie beaucoup qu'on ait un network ensemble, qu'on ait ce forum pour partager les expériences. Le mentorat que vous voyez à travers ce projet, c'est extrêmement important et je voudrais encourager tous les autres créateurs d'écosystèmes à faire des partenariats et des collaborations. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Merci beaucoup, David. Alors, merci, Neba, qui nous a un peu plus précisé dans le chat mécanisme en Algérie, mais qui précise que c'est encore nouveau, donc j'imagine que ça doit faire ses preuves. J'ai vu quelques commentaires, certaines questions sont très très longues. C'est dur pour moi en tant que modératrice d'écouter les gens, de lire les questions si elles sont trop longues, donc vaut mieux les garder très courtes. Est-ce qu'un de nos participants veut lever la main, poser une question directement à nos... Alors, j'en vois deux. Je vais commencer toujours par les femmes. So, Cindy, if you please. And if you can keep it quite short because... Cindy, si vous pouvez, je commence par vous, et nous avons quelques minutes. Si vous pouvez être très rapide et très brève. Merci. J'ai reçu la parole. Merci beaucoup. Ce n'est pas une question que j'avais, mais je voudrais juste emphasiser ce que les panélistes ont déjà dit, et David notamment. Le partenariat et la coopération sont extrêmement importants dans l'écosystème de l'entrepreneuriat et d'utiliser également tous les réseaux d'entrepreneuriat présents sur le territoire pour augmenter ses compétences, ses capacités. Je pense que, par exemple, je peux apprendre énormément de ce que David est en train de faire au Kenya et les autres panélistes également, et essayer de le reproduire dans mon territoire.
Et je voulais aussi parler de ce qui est fait en Afrique du Sud. Notre collaboration a été créée par lui et maintenant on a Mathilda aussi et nous apprécions cette relation très puissante et le support des entrepreneurs eux-mêmes. C'est incroyable. L'un de nos membres vient de devenir en représentant dans l'Institut d'innovation et d'entrepreneuriat. Et nous voyons la valeur dans nos membres. Donc, merci beaucoup. Merci Cindy. Merci pour ces informations. Il faut que tu ouvres ton micro, s'il te plaît. On n'entend pas. Je t'ai vu parler, mais je ne t'ai pas... OK. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Yes. Bon, si vous permettez, I will try to answer to our colleague from Africa. Je vais tenter de répondre à mon collègue de l'organisation africaine. Alors, je pense que cette initiative, Anima, est ô combien intéressante pour relocaliser les échanges vis-à-vis des pays du sud de la Méditerranée. En Algérie, je suis président du cluster ici algérien. Nous sommes très heureux d'accueillir une organisation pour les femmes qui appartiennent à la communauté rurale. Vous le savez, chez nous, les femmes ont des gros soucis, des gros problèmes en termes de communication et des grosses difficultés pour rejoindre la chaîne de valeur. Et notre rôle a pour but de les soutenir dans leurs activités parce que l'économie rurale et selon moi, Anima organisera une réunion thématique à cet égard prochainement et je partagerai nos expériences avec d'autres pays africains parce que dans notre pays, nous avons plus de 50% de femmes. Et je dirais que les jeunes porteurs de projets qui sont à l'université ont besoin, ou plutôt doivent soutenir les projets d'économie rurale. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, c'est une transition parfaite. Et avant de clôturer, je vais vous donner d'autres informations sur les prochains événements. Tout d'abord, merci à nos intervenants. La session a été très intéressante, très complémentaire. Nous avons entendu différents éclairages. Et j'espère que je vous reverrai très prochainement. Merci encore une fois pour votre participation. Je vais partager mon écran une dernière fois. Voilà. Alors, je vous invite à nous rejoindre physiquement ou virtuellement. Je pense que David sera là la semaine prochaine lors de la réunion Emerging Valley le 14 décembre à Marseille à 14 h. Des officiels, des responsables du projet seront là, je le répète, le 14 décembre à 14 h. Vous pourrez rencontrer notre réseau entrepreneur sur place.
Ensuite, les prochains webinaires. Le prochain, le 17 février, sur l'innovation numérique en Afrique et le rayonnement international. Ensuite, 14 avril, les femmes au centre de projets de développement économique en Afrique. Ici, nous allons avoir un éclairage particulier sur les femmes. Et ensuite, le 16 juin, soutenir une économie sociale et solidaire dans des pays africains en voie de développement. Mais il y aura d'autres webinaires après. Mais voici déjà les dates jusqu'à juin. N'oubliez pas que ces webinaires-ci et celui-ci et les précédents sont tous sur notre chaîne YouTube. Merci Hélène, merci David, merci Mathieu. Merci beaucoup aux participants. J'ai vu que vous êtes encore toutes et tous présents. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Merci Goodbye. beaucoup. Bientôt. À bientôt. À bientôt. Thank you. Thank you. Bisous Cindy. Thank you, Mr. Beku. Merci beaucoup.